Salut tout le monde, on est lundi 15 juin 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue. Moi, je demande une augmentation, sérieux. Tu me fais bosser comme une mule, tu sais, toujours à me dire « Viens ici, viens là-bas ». D'accord. Show up here, show up there, okay. C'était sympa de discuter avec le professeur Morandi. Ouais, je n'avais pas de chemise, alors il m'a un peu taquiné. Oui. Larry, commençons par la nouvelle déclaration du Hezbollah au Liban. Parce qu'hier soir, quand on en parlait, beaucoup de gens débattaient de la vraie raison pour laquelle l'Iran avait décidé de ne pas riposter à l'attaque israélienne contre le Liban. Et comme l'a dit le professeur Morandi hier soir, il y aurait une sorte de concession dans ce nouvel accord entre l'Iran et les États-Unis qui pourrait à long terme profiter au Liban. Et la déclaration publiée aujourd'hui par le Hezbollah, je pense que... Mais avant d'en parler, il faut dire qu'on a vu des Libanais retourner dans le sud du pays. Ils sont tellement heureux en ce moment parce qu'ils retrouvent enfin leur maison. Les Israéliens sont toujours là, mais on a l'impression qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'une foule immense se dirige vers le sud, vers ces villes comme Nabatie, Tyr et d'autres villes du sud du Liban qui ont été bombardées par les Israéliens. Mais la nouvelle déclaration du Hezbollah, je pense que c'est ça qui est vraiment important, dit qu'il accueille favorablement l'accord entre l'Iran et les États-Unis, ainsi que le cessez-le-feu. Le Hezbollah félicite l'Iran pour avoir conclu un mémorandum d'entente avec les États-Unis. Il décrit cet accord comme une avancée majeure qui a permis d'instaurer un cessez-le-feu global sur plusieurs fronts, y compris au Liban. Ensuite, le texte évoque la direction iranienne, le peuple iranien, la manière dont ils ont tout sacrifié pour les actes de résistance, comment ils ont aidé le Liban. Et il rend hommage au guide suprême iranien, à l'ancien guide suprême, au nouveau guide suprême, ainsi qu'au président iranien. Ils ont déclaré soutenir le Hezbollah en exprimant leur gratitude pour le soutien politique et stratégique que l'Iran apporte au Liban et au mouvement de résistance. Cela met en avant l'insistance de l'Iran pour que les intérêts du Liban soient pris en compte dans tout accord de cessez-le-feu, et le fait que Téhéran entend examiner toutes les préoccupations du Hezbollah et du peuple libanais. Un autre point important, c'est l'appel à l'unité libanaise, qui est essentiel. Le Hezbollah affirme que le Liban devrait profiter du soutien international et régional actuel pour renforcer sa souveraineté. Elle appelle le gouvernement libanais et les différentes factions politiques à adopter une position nationale unifiée. Je pense que ce qui est intéressant dans cette situation, c'est la manière dont la Syrie, avec sa nouvelle direction et le chef du HTS, parle de leurs négociations, de leur expérience avec Israël. On a entendu le soi-disant président syrien dire au premier ministre libanais qu'il ne servait à rien de négocier avec les Israéliens, qu'il l'avait déjà fait, mais que rien de positif n'en était sorti. D'un autre côté, les États-Unis évoquaient la possibilité que la Syrie rejoigne Israël dans ce combat, dans le sud du Liban. Mais le conseiller du président syrien a répondu que non, la Syrie ne participerait pas à cela. Je pense que c'est là tout l'enjeu pour le Liban et ses différentes factions politiques. Ils commencent à comprendre où ils en sont et ce que cela signifie. Je pense que l'argument, c'est qu'ils doivent comprendre qu'il n'y a aucun moyen de négocier avec l'occupant au Liban. C'est le point que le Hezbollah met en avant. Et les autres points, ainsi que l'objectif pour l'avenir, dit-il, ce sont la libération complète du territoire libanais, le retour des prisonniers libanais détenus en Israël, le retour des habitants déplacés dans leurs foyers dans le sud du Liban et la reconstruction des zones endommagées pendant le conflit. Voilà les objectifs du Hezbollah qui ont été évoqués ici. Et c'est tout l'enjeu. Il parle aussi des actes de résistance, de la manière
dont ils doivent rassembler tout le monde pour y faire face. Ils savent que le conflit n'est pas terminé et ils ne veulent pas se montrer trop optimistes sur la situation actuelle. Mais c'est la nouvelle réalité. Il y a une sorte de protocole d'accord en cours entre les deux parties. Peut-être que le Hezbollah y trouverait un avantage, et le Liban aussi. Peut-être même que l'Iran et les États-Unis en tireraient un bénéfice. C'est ainsi que le Hezbollah voit les choses, Larry. Et je pense qu'il y a une bonne coordination entre l'Iran et le Liban, notamment sur la compréhension des enjeux actuels, de ce que pourrait être l'avenir, et des défis à relever face à l'occupation israélienne du Liban. Allez-y, donnez-nous votre lecture de la position du Hezbollah. Bon, écoutez, voyons les choses comme ça. Quand la guerre civile libanaise a commencé, il y a 51 ans, les jeunes militants de l'époque ont aujourd'hui 75-80 ans. D'accord? Donc ce sont des gens très âgés s'ils ont survécu. Et ça veut dire que les personnes de 55 ans et moins n'ont aucun souvenir de cette période. Tout ce qu'elles ont connu, c'est la guerre civile. C'est tout ce qu'elles connaissent. L'invasion du sud du Liban en 1982. Au début, les chiites avaient, paraît-il, accueilli les Israéliens. Et puis les Israéliens, comme à leur habitude, ont vite épuisé cet accueil. Mais ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, dans les années 70, disons les années 80, le Liban était vraiment un pion. C'était une balle de ping-pong. C'était pris entre les efforts d'Israël pour le contrôler. Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad, et son soutien au mouvement Amal ont joué un rôle important dans l'ingérence en politique libanaise. Et vous savez, à cette époque, je pense que les tensions entre les sunnites et les chiites étaient plus fortes à cause du massacre précédent commis par Hafez el-Assad. Israël, à ce moment-là, n'était pas aussi, je ne sais pas si on peut dire aussi puissant, mais l'Iran, lui, venait tout juste d'émerger. Il essayait encore de se stabiliser, de comprendre quelle direction prendre. Il n'avait pas encore beaucoup de ressources. Alors la situation aujourd'hui, c'est que, pour la première fois depuis la création de l'Iran en 1979, le pays s'est engagé à combattre aux côtés du Hezbollah et en coordination avec lui. Et le gouvernement libanais est bien trop faible pour affronter le Hezbollah. L'armée libanaise, elle, compte au moins 40% de soldats chiites, dont beaucoup ont de la famille liée au Hezbollah. Donc il n'y a pas de solution militaire au Liban. Ce n'est pas une question de dire très bien on va relancer la guerre civile et l'étendre. Non. Israël, une fois de plus, se retrouve à penser qu'il peut, par la force, transformer le Liban, éliminer le Hezbollah. Ça n'arrivera pas. Prendre le contrôle du gouvernement libanais, ça n'arrivera pas non plus. J'ai vu un rapport juste avant de venir vous parler disant que la brigade Gilani se retire. Ils font une pause, ils partent en repos, mais en réalité, ils se retirent du Liban. Donc on commence à voir que peut-être ce protocole d'accord, celui qui doit être signé vendredi, pourrait vraiment avoir du poids. Les Iraniens affirment qu'ils prévoient un cessez-le-feu immédiat et permanent, ce qui veut dire en pratique qu'Israël doit se retirer du sud du Liban. Et je pense que c'est exactement ce qu'attendent l'Iran et le Hezbollah. Si ça ne se produit pas, alors cet accord s'effondre dès le départ. C'est pour ça qu'il n'a même pas le temps d'exister. Il naît mort, pour ainsi dire. Bon, voilà. C'est quelque chose qu'on suit de près cette semaine, qu'on suit encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a le moindre signe que les Israéliens se retirent, ou bien est-ce qu'ils continuent leurs attaques? D'ici demain, normalement, ils devraient clairement commencer à se retirer et à se désengager. Mais je pense qu'ils ne le feront pas, parce qu'il n'y a pas de soutien politique en Israël pour une telle décision.
À moins que Donald Trump ne coupe vraiment le soutien à Israël, ce qu'il a le pouvoir de faire. Mais je ne sais pas s'il en a la volonté politique. J'en doute, franchement. C'est pour ça que j'appelle cet accord, ce protocole d'entente, le IOUMU. On verra bien. C'est parce qu'il n'y a aucune garantie que ce soit vraiment signé. Et pour l'instant, on n'a même pas de clarté sur ce que contient le document des États-Unis, ni sur celui de l'Iran. Voyons-les tous les deux, qu'on les mette sur la table, comparons-les côte à côte, parce qu'on entend des choses différentes du côté américain. Comme vous l'avez dit, J.D. Vance affirme quelque chose de complètement différent de la version iranienne. Et que ce soit, vous savez, cette histoire où les États-Unis disent que l'Iran ne peut pas faire payer de péage, alors que l'Iran répond « Bien sûr que si, on va en faire payer ». Il n'emploie juste pas le mot « péage » tout de suite. Ce retrait du Liban, immédiat, permanent. Du point de vue iranien, c'est ce que dit leur document. Aucun signe que les États-Unis fassent appliquer ça. 12 milliards de dollars versés d'avance. Et les États-Unis répondent « Oh non, 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 ils n'auront pas ça tout de suite. » Levée immédiate des sanctions? Non, 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 pas immédiate. Donc j'ai dit que les deux camps se berçaient un peu d'illusions. J'ai l'impression qu'ils se racontent ce qu'ils ont envie d'entendre. Au lieu de prendre du recul et swig them off, c'est bon, qu'est-ce que le texte dit vraiment? Et qu'est-ce que faire réellement? Nous avons entendu la même chose des deux côtés. J.D. Vance aujourd'hui et le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei. Il a dit la même chose, qu'ils allaient publier le document vendredi. Au moment de la signature, ils rendront le document public pour que tout le monde puisse le voir et le lire. Il contient 14 points dans ce protocole d'accord. Et voici ce qu'il a déclaré. La partie iranienne a affirmé aujourd'hui que, selon ce protocole, l'Iran serait responsable de la gestion du passage dans le détroit d'Ormuz, en coordination avec Oman. L'Iran ne cherche pas à imposer de péage. En revanche, en échange des services de navigation, de la protection de l'environnement, de l'assurance et d'autres services maritimes, l'Iran percevra les frais nécessaires. Il semble, Larry, que non seulement cela sera entre les mains de l'Iran et d'Oman, mais qu'il reste aussi disposé ou ouvert à discuter avec d'autres pays arabes, les États du Golfe, pour apaiser la situation et réduire les tensions entre ces pays. C'est leur objectif. Si je ne me trompe pas, pendant les 60 premiers jours de l'accord, il n'y aurait pas de frais ou pas de péage dans le détroit d'Ormuz, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas été mentionné par... Encore une fois, c'est confus, parce que pendant 60 jours, ils ne vont pas facturer, mais ils disent qu'ils vont le faire. Donc encore une fois, si l'Iran a accepté de ne pas facturer pendant les 60 premiers jours, c'est insensé. Ils n'ont rien appris, bon sang, au cours des 2 dernières années. On ne fait pas confiance aux États-Unis. C'est absurde. Faites-les payer. C'est ça leur levier. C'est le levier de l'Iran. Je ne sais pas. Honnêtement, c'est une rumeur. Je ne l'ai pas entendue du côté des États-Unis, ni de la part des responsables iraniens. Personne n'en parle. La seule chose que la partie iranienne a dite aujourd'hui, c'est qu'ils allaient facturer des frais et que ce serait décidé entre l'Iran et Oman. Il n'y aura pas d'autres acteurs impliqués. On va voir ce que ça donne. Mais Larry, on a eu J.D. Vance qui a parlé sur MSNBC. Il a donné une interview là-bas. Et la façon dont il parle de l'accord, il est vraiment très optimiste. Je ne sais pas d'où ça vient. Il dit qu'on a le contact, qu'on parle avec les réformistes, les durs, la droite, le centre, qu'on a des liens avec toutes les parties du gouvernement iranien et que les négociations, les discussions sont en cours. Il dit qu'il ne parle pas de canaux officieux,
mais de discussions directes, de négociations directes entre les deux camps. Moi, je n'ai vu aucune preuve de ça. Je pense qu'il invente. I agree. I agree. Yeah, I agree. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Écoutez, je vais le dire comme ça. Si c'est vrai, eh bien, c'est une évolution positive. Mais vous savez, l'Iran doit avoir des repères clairs sur ce qui va se passer vendredi. Dès qu'il signe vendredi, est-ce qu'Israël se retire magiquement du Liban? Non. Il faut qu'il soit déjà en train de partir avant ça. Franchement, quand je regarde cet accord dans son ensemble, et je me base sur ce qu'a dit Esmail Baghaei, je trouve que c'est un très mauvais accord. Il ne sert pas les intérêts de l'Iran. Honnêtement, c'est naïf, non? I mean, frankly, it's naive. Qu'est-ce qu'il a dit? Well, he said the release of. Eh bien, il a dit que la libération des avoirs iraniens gelés et les compensations pour les dommages de guerre sont deux priorités essentielles. Bien sûr que oui, et les États-Unis se sont engagés à les mettre en œuvre. Excusez-moi, mais non, ça ne marche pas comme ça. Quelle date? Quand exactement? Soyons précis. D'ici vendredi, les États-Unis vont lever les sanctions. Mais ils ne le font pas. Donc, voilà, le texte poursuit en disant que l'Iran considère l'accès à ses avoirs comme un droit légal et continue de réclamer fermement des compensations pour cette guerre illégale. Réclamez tant que vous voulez. Mettez noir sur blanc qu'il s'agit d'une facture de, disons, 300 milliards de dollars et que les États-Unis acceptent de la financer et de la payer. Ce n'est pas le cas. Vous voyez, selon ce mémorandum, les États-Unis y sont pourtant tenus. Comment ça, ils sont obligés? Ils ne le sont pas. Personne ne leur met un pistolet sur la tempe, pas encore en tout cas. Là, on parle de lever toutes les sanctions primaires et secondaires. Franchement, c'est à se dire, bon sang, est-ce que la délégation iranienne est vraiment aussi naïve? Ah, les États-Unis ont promis, donc ils sont obligés? Non, ils n'ont aucune obligation. Aucune. Il n'y a rien de légal là-dedans. Ce n'est pas comme si leurs troupes étaient prises au piège et qu'ils disaient « D'accord, libérez nos soldats et on vous donne ça ». C'est pas du tout ça. Donc voilà ce que je veux dire. Plus on découvre les détails, plus je me dis que ce député conservateur iranien, eh bien, il a tout à fait raison. Et franchement, Arakchi devrait probablement être démis de ses fonctions à cause de ça. Oui, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans ce document. Parce que si on regarde ce que J. Steve Vance vient de dire à l'instant sur CNBC, il a expliqué qu'on n'a rien à donner aux Iraniens s'ils ne prennent pas les engagements qu'on souhaite sur le long terme concernant le programme nucléaire. Moi, je ne vois pas bien où est le problème avec ce programme nucléaire. Le programme nucléaire, c'est justement la question qui fait partie du protocole d'accord, si je ne me trompe pas. L'Iran a déclaré qu'il ne cherchait pas à se doter de l'arme nucléaire et qu'il ne comptait ni en produire ni en acheter ailleurs. Et c'est bien ça, le point central du côté iranien. Donc si ce n'est pas ça le problème, qu'est-ce qu'ils veulent d'autre de la part de l'Iran? Surrender. That's what they want. Oui, la reddition. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on se rende. Vous savez, le ministère iranien des Affaires étrangères, en fait, je pense qu'ils essayent de ménager les Pakistanais qui poussent pour un accord plus large. Et puis, il n'y a rien de concret, juste ce langage où ils répètent sans cesse que les États-Unis sont obligés de faire ceci ou engagés à faire cela. D'accord, mais comment? En quoi sont-ils obligés? Tout ce qu'on a, c'est leurs promesses qu'ils vont le faire. Mais ils ne donnent ni date, ni heure précise pour le faire. Et c'est un peu comme l'Iran n'a donc rien appris avec le JCPOA. Ils avaient toutes ces promesses, toutes ces garanties, et puis quand ça a arrangé Trump, il a tout simplement déchiré l'accord, parce qu'il n'a aucune valeur juridique.
ce protocole d'accord n'a aucune valeur juridique. C'est juste une promesse entre deux parties pour dire, tu vois, deux groupes différents qui se donnent des assurances du genre oui, on est sérieux là-dessus. Eh bien, l'un des deux ment. Because Redalic through all the documents said he has you me. One side is lying, and that's the United States. Il semble qu'en signant le document, vendredi, ils vont libérer la moitié des avoirs iraniens gelés. No, they're not. No, Non, they're not. pas du tout. Non, pas du tout. C'est ce que les Iraniens pensent qui va se passer. Mais les États-Unis ont été très clairs. On ne lâchera strictement rien. Not releasing a goddamn thing. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses grâce à ce document. Well, that's what I said. C'est pour ça que je dis... c'est pour ça que je dis que les États-Unis doivent publier leurs documents et que l'Iran doit publier le sien. Mettons-les côte à côte et voyons. Est-ce qu'ils disent la même chose? Side by side. Je parie que non. Do they say the same thing? I bet you they don't. Je suppose qu'ils ont le même document. Ils n'ont pas besoin de le publier séparément. Non, d'après ce que je comprends, s'ils le signent, ce sera un document unique. Il n'y aura pas deux versions différentes. Well, that what I'm. But you're not. Mais tu me comprends pas. Ce que je te dis, c'est qu'en ce moment, ils affirment avoir un accord. They have an agreement, Oui, but they don't have the same document. Mais ils n'ont pas les mêmes documents. Du coup, chaque camp se dit « Ah, j'ai un accord là-dessus ». Par exemple, l'Iran se dit « On va recevoir 12 milliards de dollars tout de suite ». Et les États-Unis répondent « Pas question, ils n'auront pas 12 milliards. Qu'ils aillent se faire voir, ça n'arrivera pas ». Donc c'est encore en train d'être réglé. C'est pour ça que je dis que selon moi, tout ça va dérailler d'ici vendredi. That's why I said I think this thing will be derailed by Friday. c'est possible. Oui, c'est possible. Israël fait vraiment tout en ce moment. Smotrich, il y a à peine quelques instants, a dit qu'il n'avait jamais connu une telle pression internationale sur Israël, en fait sur Benjamin Netanyahou. C'est un nouveau niveau de pression pour les Israéliens. Et J.D. Vance, dans l'interview, a dit qu'Israël devait venir à la table des négociations. Ça veut dire que je ne sais pas à quel point c'est sérieux. On va voir ce qui se passe. Moi, je pense que ce bord de J. Vance n'est pas positif. Ce que J.D. Vance a dit jusqu'ici, oui, j'étais juste en train de dire, mais regardez, Donald Trump détient réellement un levier de pouvoir sur Israël, s'il est prêt à s'en servir. Et la vraie question, le grand enjeu, c'est justement de savoir s'il est prêt à le faire. En ce moment, Israël dépend des avions ravitailleurs américains pour pouvoir mener des frappes contre l'Iran. Donc si Israël veut reprendre les hostilités et attaquer l'Iran, il a besoin de ces ravitailleurs américains. Sans eux, c'est impossible. Alors voilà, Trump a le pouvoir de dire « Très bien, on les rappelle tous, on ordonne à tous les moyens américains de rentrer immédiatement aux États-Unis. » Et ça, ce serait un message très clair envoyé à Israël. That would send one message to Israel. Oui, voici J. Vance. Nous tendons la main à l'Iran. S'ils veulent changer leur relation avec nous, nous changerons notre relation avec l'Iran. Et je pense que c'est aller un peu trop loin de dire ça. Parce qu'en réalité, vous êtes en train de vous battre. Vous vous affrontez directement en ce moment. Vous avez une sorte de document, une nouvelle forme d'accord, un protocole d'entente, et vous parlez de quelque chose qui est très éloigné de la situation actuelle. Et l'autre point dans ce que dit J.D. Vance, c'est qu'il affirme qu'il y a, selon lui, des éléments en Israël qui apprécient beaucoup cet accord. Moi, je pense que c'est complètement faux. Avez-vous vu quoi que ce soit venant d'Israël? Une personne, un groupe, une faction au sein du gouvernement israélien ou de la société israélienne, parmi ceux qui comptent dans la prise de décision, qui se réjouirait de cet accord? Well, I don't know. Have you seen any evidence whatsoever? Avez-vous vu la moindre preuve?
Non. Donc personne en Israël n'est content de cet accord. Absolument personne. Et ça soulève la question suivante. Si Israël se retrouve livré à lui-même, s'il ne peut plus compter sur le soutien des États-Unis, il fera ce qu'il veut. Mais on dirait que Trump était assez en colère pour forcer la main sur ce dossier. On verra bien. J'ai dit, Trump, les Israéliens n'ont pas de KC-135. J'ai vérifié, je pensais qu'ils en avaient. Alors j'ai commencé à creuser la question hier soir, et j'ai été stupéfait de découvrir qu'ils n'en ont pas. Ils utilisent donc une version plus ancienne. Ils ont bien des avions ravitailleurs, mais ils n'ont pas la flotte que possèdent les États-Unis. Et franchement, les avions qui étaient stationnés à la base aérienne du Prince Sultan, c'est l'un des principaux points de ravitaillement. Mais à l'avenir, Israël n'aura plus l'autorisation de survoler l'Arabie saoudite. Donc, s'ils veulent attaquer l'Iran, ils devront passer par la Syrie, l'Irak et la Jordanie. Mais bon, si l'Irak avait des systèmes de défense aérienne un tant soit peu efficaces, Israël ne pourrait pas survoler son territoire. Sauf que, voilà, l'Irak n'en a pas, alors Israël les ignore et continue de voler. Oui, je pense que les pays du Golfe sont plutôt satisfaits en ce moment, parce que si le détroit fonctionne, s'il n'y a pas de blocus dans le détroit d'Ormuz ou autour du détroit d'Ormuz, ils vont pouvoir exporter plus d'énergie, plus de pétrole, tout ce qu'ils ont. Mais il faut se souvenir des dégâts causés pendant la guerre. Il leur faudra peut-être du temps pour... Non. Attendez une seconde. Ne dites pas ça pourrait prendre du temps. Ça va prendre du temps. Il y a des dégâts matériels sur les puits de pétrole et surtout au Qatar, sur l'installation de gaz naturel liquéfié. Certains disent qu'il faudra 1 an pour la réparer. Et si ça prend 1 an, ça veut dire que toute la question de la production d'hélium, eh bien, c'est fini. Donc tout de suite, on perd 10% de gaz naturel liquéfié et 44% de l'hélium mondial ne sort plus du Golfe en ce moment. Alors même si le Golfe rouvre vendredi, avec un trafic totalement libre, d'abord, il y a tous ces navires qui sont restés à quai pendant 3 mois. Ils sont couverts de coquillages, ils ne sont pas prêts à reprendre la mer. Il va falloir les remettre en état. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai entendu dire qu'il y en aurait jusqu'à 1000 navires. D'autres parlent de seulement 200. Mais dans tous les cas, c'est un grand nombre de navires qu'il va falloir remettre en état avant qu'ils puissent même reprendre la mer. Ensuite, les dégâts, je ne pense pas qu'on ait encore une évaluation claire et précise des dommages sur les puits de pétrole. Quelle quantité peut réellement être pompée? Quelle quantité peut vraiment être chargée à bord des navires? Et une fois que c'est sur les bateaux, le plus tôt qu'ils puissent arriver à destination, ce serait dans 1 mois peut-être. Dans d'autres cas, ce sera 2 ou 3 mois. Ces navires seront en mer, en route vers leur destination. Alors tout cet enthousiasme du genre « Ah super, l'économie va repartir » comme le dit Trump, non, ce n'est pas le cas. La réalité va finir par rattraper tout le monde. Il continue à faire comme si oui, voilà, c'est la solution. La pénurie de pétrole est terminée. Non, elle ne l'est pas. Et franchement, je suis de plus en plus frustré par ce que je considère comme une pure folie. On lui a demandé, à J.D. Vance, ce que la coalition du Golfe pensait de l'accord de paix de Trump. Il a répondu qu'il l'adorait parce qu'ils y voyaient une occasion de construire et de créer un nouveau Moyen-Orient. Moi, je pense que tout ça dépend entièrement de ce qu'Israël fait au Liban et à Gaza. On ne peut pas ignorer ce qui s'y passe. Dis-moi, Larry, tu as parlé des limites des Israéliens. S'ils décidaient d'attaquer l'Iran, avec les avions ravitailleurs, toute cette complexité. Pas seulement sur le plan offensif, mais aussi en ce qui concerne leur capacité défensive, leur système de défense aérienne. Et ils ont leurs propres problèmes.
Alors, quelle est la solution? Aujourd'hui, j'ai parlé avec Carl Jagbo. Il dit que la seule solution à ce que fait Israël, c'est une défaite totale infligée par les Iraniens. Yeah, no, I'd agree with that. Yeah, Oui, non, je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de juste milieu. Israël va devoir perdre. Et évidemment, ça ne va pas plaire aux Israéliens, mais tout leur projet ethno-génocidaire va devoir prendre fin. En ce moment, l'attitude des Ben Gvir et des Smotrich, qui veulent exterminer les Palestiniens et tous ceux qui ne sont pas juifs, c'est exactement pour ça qu'ils menacent la Turquie. Et ce n'est pas une menace en l'air. Et ce n'est même pas Ben Gvir qui l'a dite. Bon sang. Ça venait c'était Naftali, l'ancien, soit Bennett, soit Naftali, un de ces types-là, quelqu'un qu'on considère plutôt comme modéré, qui menaçait la Turquie. Franchement, c'est du délire. On n'invente pas des choses pareilles. You know, you can't. This is just crazy talk. You can't make that up. J.D. Vance décrit l'accord comme étant, selon lui, fondé sur un processus de vérification en 2 étapes. Il dit, « Nous disons aux Iraniens, vous êtes les bienvenus pour accéder à une économie non sanctionnée. Vous êtes les bienvenus pour être réintégrés dans l'économie mondiale, mais seulement si vous respectez les engagements que vous prenez dans cet accord. » Honnêtement, je ne vois aucun engagement concret pour les Iraniens dans cet accord. Je ne sais pas, à part le programme nucléaire iranien, quels sont ces engagements? Parce que concernant le détroit d'Ormuz, il semble que l'attaque israélienne contre le Liban et la réponse iranienne, les représailles iraniennes, aient en quelque sorte poussé l'administration Trump à inclure cette mention sur le détroit d'Ormuz, à inclure cette mention sur le Liban dans le protocole d'accord, comme l'a rappelé hier soir le professeur Miranda. C'est comme ça que je le comprends. Mais l'engagement dont il parle sans arrêt, tout tourne autour du programme nucléaire. L'enrichissement, je pense que le zéro enrichissement, ce n'est plus d'actualité. Ils ne vont pas l'accepter. Et les États-Unis, d'une manière ou d'une autre, ont fini par l'admettre. Donc tout va se jouer sur le niveau d'enrichissement et sur le programme nucléaire, sur la production de bombes atomiques. C'est ça, tout l'engagement du côté iranien. Qu'est-ce qu'on peut encore demander à l'Iran comme engagement, au juste? Yeah, no, well, that's what I said. We don't know. Oui, non, enfin, c'est ce que j'ai dit. On ne sait pas. Rien n'est clairement défini. Encore une fois, l'Iran a publié un document disant « Voilà, c'est ce qu'on a accepté. Les États-Unis, eux, ne l'ont pas fait. Donc, tant que les États-Unis ne publient pas de document, tout ce qu'on fait, c'est perdre du temps à spéculer. On ne sait pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est se baser sur ce qu'on a, sur ce que J.D. Vance a dit. On a des responsables américains anonymes qui disent exactement le contraire, à 180 degrés de ce que dit l'Iran. Quelqu'un ment. C'est aussi simple que ça. Et comme Baghel a dit, la libération des avoirs iraniens gelés et les compensations pour les dommages de guerre sont 2 priorités économiques essentielles. Et les États-Unis se seraient engagés à les mettre en œuvre. D'accord, mais quand? Maintenant? Tout de suite? Dans 60 jours? 90 jours l'année prochaine? 60 days from now, 90 days from now, next year. Yeah, this is where you're going to do this kind of agreement. Oui, c'est là que, si on veut faire ce genre d'accord, il faut tout préciser clairement. Qui fait quoi et à quel moment. Et il faut un repère précis. Par exemple, les États-Unis disent « D'accord, on veut que vous signiez ce protocole d'accord vendredi. » Et l'Iran devrait répondre « Très bien, alors voyons ces 12 milliards maintenant. » Pas une promesse du genre « On vous les versera un peu plus tard, après la signature vendredi. » Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Il faut mettre l'argent sur la table dès le départ. Et je crois que soi-disant c'est ce que l'Iran a obtenu. Quelques concessions sur ce point hier, quand, après l'attaque israélienne sur Daïa, l'Iran menaçait de se retirer des négociations. Les États-Unis, en gros, les ont soudoyés pour qu'ils restent à la table. D'accord, mais concrètement, combien d'argent, quand est-ce que c'est versé, et tout le reste?
Eh bien ça, on ne le sait pas. How much money, when is it released, etc. And that we don't know. Smotrich a déclaré aujourd'hui qu'Israël continuerait d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour renverser le régime meurtrier en Iran. Pensez-vous que les États-Unis soutiennent toujours Israël sur la question du changement de régime, ou bien qu'ils ont changé d'avis à ce sujet à cause des conséquences de la guerre? Well, Eh bien, peu importe la mentalité des États-Unis, qu'ils changent d'avis ou non. La réalité, c'est que les États-Unis ne peuvent pas changer le régime en Iran. Donc qu'ils y croient ou qu'ils veuillent le faire, ça peut être une priorité politique, mais ça ne change rien. Encore une fois, ça montre simplement, je dirais, le manque de consensus entre les États-Unis et l'Iran. On a deux accords différents, je pense, et ils n'ont pas encore été harmonisés. I think, and they haven't been reconciled yet. Yeah. Ben-Gvir. Here is what Ben-Gvir said moments ago, Larry. Ben-Gvir. Voici ce que Ben-Gvir vient de déclarer, Larry. Un État souverain n'est pas le sous-traitant d'une superpuissance. Il n'est pas tenu par des accords qui l'empêchent de défendre son peuple. Face à des menaces existentielles, nous devons agir, même sous pression extérieure, mais selon notre propre conscience. Tout comme une personne a le devoir de protéger sa maison, l'État d'Israël a le devoir de tout faire pour protéger ses citoyens. Je pense que toute la question de l'occupation, en ce moment, est le cœur du problème, que ce soit au Liban, à Gaza ou en Syrie. Et selon vous, est-ce que les États-Unis exercent des pressions sur Israël à ce sujet? Ils essayent de le faire. Larry, pour être honnête, quand il parle d'un État souverain, je ne vois pas Israël comme un État souverain au vu de son comportement. Sans l'aide des États-Unis, il ne serait pas capable de mener toutes ces actions, ces occupations. Non. Écoutez, Israël reste encore dans une relation très paternaliste avec les États-Unis. Les États-Unis dominent Israël. Mais les Israéliens ont réussi à inverser la situation. Parce que même si Israël dépend du soutien économique et militaire américain pour maintenir sa soi-disant indépendance, ils ont en quelque sorte acheté et financé le système politique américain. En réalité, ils contrôlent le Congrès et ils ont exercé une influence considérable sur Trump. Trump n'est pas un acteur indépendant. C'est là que se trouve le décalage. Comme je l'ai toujours dit, Trump a le pouvoir. Il a ce pouvoir. Il peut le faire. Il peut mettre Israël à l'arrêt, mais il n'en a pas la volonté, que ce soit parce qu'il est politiquement aligné avec eux ou parce qu'il craint leurs représailles politiques. Je ne sais pas exactement pourquoi, je ne peux pas vous donner toute l'explication, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il pourrait rester derrière Sexton, refuser de le faire. Oui. Alors Larry, voici ce que J.D. Vance a dit à propos des 300 milliards de dollars de fonds de reconstruction destinés à l'Iran. Parce que comme tu le sais, on en parlait. Les médias iraniens en parlaient. Mais on n'a pas beaucoup entendu l'administration Trump à ce sujet, sur cet argent qu'il voudrait envoyer à l'Iran pour la reconstruction ou qu'il voudrait lui donner. Voici ce qu'il a dit. Sabirani, les Iraniens disent qu'ils vont avoir accès à un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars. C'est vrai ou faux? Eh bien, Ed, c'est le genre de choses auxquelles ils pourraient avoir accès, financées par le Conseil de coopération du Golfe, tant qu'ils respectent leur part de l'engagement. Je pense que l'une des choses que tu vas voir, Ed, et sur laquelle il faut rester prudent, c'est que les durs du régime iranien vont exagérer les avantages que l'Iran obtient, tout en minimisant tout ce qu'ils doivent concéder et tout ce qu'ils doivent fournir pour obtenir ces avantages.
have to provide in order to get these benefits. So we absolutely are open to the Gulf. Nous sommes tout à fait ouverts à ce que les pays du Golfe investissent dans la reconstruction de l'Iran, mais seulement si l'Iran met fin à son programme nucléaire, élimine son stock de matières enrichies et accepte vraiment un régime d'inspection et de contrôle qui donne confiance au peuple américain qu'il n'aura jamais l'arme nucléaire. Je pense que la danse que tu vas voir, Ed, et qui va être intéressante, c'est celle des médias iraniens, surtout les plus radicaux. Ils vont beaucoup parler de ce qu'ils obtiennent, sans dire grand-chose sur ce qu'ils concèdent. Il est important que nous tous, on remette les choses au clair. Yeah. Oui, voilà ce qu'a dit J.D. Vance. Que vous en pensez? What do you make of it? Like I said, this is the U.S. is going Les États-Unis vont présenter ça comme un accord qui met fin au programme nucléaire iranien. Mais l'Iran n'a pas accepté cela. L'Iran a seulement accepté de ne pas construire d'armes nucléaires, ou avait déjà accepté par le passé de ne pas en construire. Mais selon des sources pakistanaises citées par PBS et l'armée, l'Iran serait prêt à lancer un ultimatum pour produire une arme nucléaire maintenant, juste pour forcer la main aux États-Unis. Donc moi, je crois totalement ce que disent les Pakistanais. Eux, ils pensent que c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce que pense l'Iran? C'est une autre question. Mais une chose est sûre, ils ne vont pas renoncer à l'enrichissement de l'uranium. Ils accepteront probablement de réduire ou de dégrader leur stock actuel, celui enrichi à 60%, pour parvenir à un accord. Mais malgré tout, l'Iran va insister en disant « Et nous sommes un pays souverain, nous sommes signataires du traité de non-prolifération, et franchement, l'AEA nous a maltraités et mal utilisés. Donc ils ne vont pas renoncer à leur souveraineté. » Et c'est là que, selon moi, Vance se trompe. Mais je reviens toujours à la même chose, on ne sait pas quel est l'accord. On sait ce que l'Iran pense que l'accord dit, et il semble que les États-Unis aient une interprétation différente de celle de l'Iran. Mais on n'a pas encore vu la version américaine. Tant qu'on ne l'aura pas, on ne sera pas vraiment en mesure de savoir à quoi bon sang ils vont s'engager vendredi. Je crois, Larry, que si l'argent est donné à l'Iran, il ne viendra pas des États-Unis. Il passera par les pays du Conseil de coopération du Golfe. Et Donald Trump pourra dire « Je n'ai rien donné à l'Iran. Ce sont les pays du Golfe qui paient tout ça. Le fonds pour la reconstruction, les avoirs gelés, tout ça viendrait des Émirats arabes unis ou du Qatar vers l'Iran. Il pourra dire « Je n'ai rien à voir avec tout ça. » Ce pourrait être son argument. Right. That could be the argument on his part. Sure. But Oui, bien sûr. Mais quand même, ce sont des avoirs gelés sur des comptes américains, et il faut encore les transférer hors de ces comptes. Et l'Iran, est-ce qu'il va accepter le paiement en dollars ou en yuan chinois? Je ne serais pas surpris qu'ils disent « on doit faire le paiement en yuan » parce qu'ils vont garder l'argent dans des banques chinoises pour qu'ils ne puissent pas être bloqués par les sanctions occidentales. Et si je dis ça, c'est parce que je ne comprends pas comment, tout à coup, on voit le Qatar aller 2 fois en Iran pour discuter avec eux. Parce qu'au départ, tout passait par le Pakistan. C'est lui qui faisait tout, qui négociait, qui faisait circuler les messages dans les deux sens. Et là, on voit le Qatar y aller 2 fois. Pendant que les États-Unis attaquaient l'Iran, eux, ils étaient en Iran. Exactement. Ils ont nié avoir annoncé l'accord. Le gouvernement qatari, vous savez, la délégation était en Iran. La vraie question, je pense, c'est ce qu'ils font là-bas. Eh bien, l'Iran entretient de bonnes relations avec le Qatar. Ça remonte à quoi? 7 ou 8 ans, à l'époque où les Saoudiens et les Émiratis ont essayé d'isoler et d'imposer un embargo au Qatar. Et le seul pays qui a apporté une aide humanitaire et un soutien à ce moment-là, c'était l'Iran.
Une partie de la motivation de l'Iran, c'est que les Qataris étaient prêts à offrir leur soutien et à servir de point de passage pour faire parvenir de l'aide. Et voici ce que J.D. Vance a dit à propos des pays du Golfe qui investissent dans l'économie iranienne. Et je crois que c'est bien ce qu'il a dit. Ils sont ouverts à ce que les pays du Golfe investissent dans la reconstruction de l'Iran, mais seulement si l'Iran met fin à son programme nucléaire, élimine son stock d'uranium enrichi et accepte vraiment un système d'inspection et de contrôle qui donne confiance au peuple américain qu'ils n'auront jamais l'arme nucléaire. Donc je pense que la danse qu'on va voir, Ed, c'est ouais. Donc la Chine parle d'essayer de revenir à l'accord sur le nucléaire iranien, celui qu'ils ont déchiré. Exactement, oui. Exactement. Je pense que c'est le résultat logique, parce qu'ils ont maintenu cet argument. Si vous vous souvenez, ils n'arrêtaient pas de dire que tout tournait autour du programme nucléaire iranien. Donald Trump, ou du moins son administration, n'a jamais reconnu vouloir un changement de régime. Ils l'ont dit, mais officiellement, ils n'ont jamais affirmé que c'était un changement de régime. C'était une sorte de changement de régime. On va changer la direction, on va faire ci, on va faire ça. Rien de tout ça ne s'est produit. Mais chaque fois que les grands médias leur demandaient quelle est la porte de sortie, la seule chose qu'ils nous disaient, c'était que le programme nucléaire de l'Iran devait rester pacifique. Ils doivent déclarer qu'ils ne vont pas fabriquer d'armes nucléaires. Sur le programme nucléaire iranien, on dirait que les États-Unis ont reculé sur leur position. L'interdiction totale d'enrichissement, disparu. L'uranium enrichi à 60%, qui devait être envoyé aux États-Unis, c'est fini. Il va rester en Iran. Et s'ils décident de diluer ces 400 kilos d'uranium enrichi, ce sera fait en Iran, pas à l'extérieur du pays. Exactement. Donc, ils ont une porte de sortie. Ils se sont eux-mêmes créé cette porte de sortie. Vous voulez dire que les États-Unis ont créé la porte de sortie? Oui, les États-Unis, parce qu'ils disent que tout tourne autour du programme nucléaire iranien. Voici J.D. Vance, qui explique que si les pays du Golfe veulent investir dans l'économie iranienne, le principal problème serait justement ce programme nucléaire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'Iran a déjà eu, comme vous l'avez rappelé, le JCPOA, et rien n'a changé depuis. Soyons clairs. Toute cette focalisation sur le programme nucléaire iranien, c'est juste un prétexte. Il ne s'agissait pas vraiment de l'Iran cherchant à obtenir la bombe. C'était l'excuse, la justification utilisée pour déclencher cette guerre. Parce que l'Iran avait été très clair, publiquement, en disant qu'il n'était pas intéressé par l'arme nucléaire. Et la seule raison pour laquelle il est monté à 60%, c'était pour pousser l'Occident à revenir à la table des négociations, celle que l'Occident avait finalement quittée. Puis Donald Trump déchire l'accord. Et la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, eux, ne font pas ce qu'ils avaient promis de faire. Résultat, l'Iran, après avoir fait de nombreuses concessions et laissé entrer tous ses inspecteurs de l'AIEA, n'obtient aucun allègement des sanctions. Comme je l'ai dit, tout ça, c'est juste une excuse. Et c'est là que, selon moi, l'Iran doit mieux définir ses intérêts et les affirmer clairement. Dire, voilà nos intérêts, voilà ce qu'on va faire, et on ne va pas se laisser prendre en otage par le reste du monde. Ils ont maintenant le soutien de la Russie et de la Chine, et ils devraient en tirer pleinement parti. Leur économie, je dirais, est aujourd'hui plus ouverte. Ils ont de meilleures options économiques qu'il y a 3 ou 4 mois. Grâce à ces relations avec la Russie et la Chine,
et au fait qu'ils ont désormais des routes commerciales ouvertes vers l'Est. Ils ne dépendent plus de la vente de leurs produits à partir du golfe Persique. Je pense que le résultat de cette guerre, c'est que tous ces pays du Golfe veulent vraiment améliorer leurs relations avec l'Iran. Tout dépendra de l'accord. L'Iran entretient des relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite depuis 2023, donc ça fait plus de 3 ans maintenant. Ces relations ont été rétablies et c'est bien réel. Ils ont aussi une relation plus ancienne avec le Qatar et ils ont même procédé à un échange de délégations avec les Émirats arabes unis. Donc je pense que les Émiratis commencent à comprendre ce qui se passe, qu'il y a peut-être un nouveau shérif en ville, que la position de l'Iran va se renforcer et que celle des États-Unis va s'affaiblir. Autrement dit, ils ne vont plus forcément s'attacher aux États-Unis comme avant. Larry, tu penses que l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie, avec les problèmes qu'ils rencontrent en Syrie, vont aider la cause du Liban et de Gaza? Ou bien qu'ils vont rester sur la même ligne qu'avant? Et selon toi, comment le résultat de cette guerre pour Israël pourrait changer leur attitude vis-à-vis d'Israël? Eh bien, sur le plan rhétorique, ça a changé. Mais en réalité, je n'ai pas vu, tu sais, de changement concret de politique, surtout de la part de la Turquie. Erdogan laisse Israël le menacer, et pourtant il continue de laisser le pétrole circuler vers Israël. En gros, il envoie le message qu'il est le toutou d'Israël. Ce n'est pas un grand dirigeant, il aime se voir comme tel, mais en fait, il exécute toujours les volontés d'Israël. Donc, on ne verra pas de vrais changements tant que les autres pays du Golfe, ceux qui ont le pétrole, ne cesseront pas d'en fournir à Israël. Il faudrait qu'ils mettent la pression, qu'ils disent « ce génocide doit s'arrêter, sinon vous n'aurez plus une goutte de pétrole ». Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils s'en rapprochent. Le Pakistan, lui, travaille encore à mettre sur pied ce qu'on pourrait appeler une nouvelle forme de Conseil de coopération du Golfe. Mais plus large, une alliance militaire régionale avec l'Égypte, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Pakistan et l'Iran. Et ça pourrait être redoutable. En changeant un peu de sujet, parlons de l'Ukraine. Il y a eu une attaque massive sur Kiev. 60 missiles, accompagnés de drones, ont frappé la ville et provoqué d'importants dégâts. Comment voyez-vous la manière dont la Russie est en train de se redéfinir ou de se réorganiser en Ukraine? Je ne pense pas qu'ils soient en train de se réorganiser. Ils sont simplement en train d'élargir leur offensive. Avant, une partie des contraintes venait du fait qu'ils n'avaient pas assez de réserves pour risquer des actions qui auraient pu impliquer les pays de l'OTAN ou les pousser à intervenir. Mais aujourd'hui, la Russie en est à un point où elle se dit « D'accord, si on doit affronter l'OTAN, on peut le faire. » Ils ont assez de personnel, assez d'obus d'artillerie, assez de missiles balistiques, assez de missiles de croisière. Oui, ils sont prêts. Ils peuvent affronter l'Occident si c'est nécessaire. Voilà où on en est. Je ne sais pas si vous voyez une forme d'escalade entre la Russie et l'Europe en ce moment, avec ces nouvelles attaques. Moi, je parlerais plutôt d'une nouvelle escalade dans la guerre en Ukraine. Parce que la Russie, on a l'impression qu'elle veut vraiment en finir le plus vite possible, militairement, sur le champ de bataille. Et la raison pour laquelle je parle de réévaluation, de réorganisation, c'est que je vois ces attaques à Kiev. On n'avait encore jamais vu ce type d'attaque auparavant. C'est quelque chose de nouveau que fait la Russie. Et ça doit être une sorte de nouveau message adressé à l'Occident, pas seulement aux États-Unis, mais aussi aux Européens.
Alors, comment les Européens vont-ils réagir à ça? Est-ce qu'ils vont eux aussi escalader? Est-ce qu'ils vont, vous savez, essayer de riposter contre la Russie? Ou bien est-ce qu'ils vont reculer, dans le cas de l'Ukraine, en voyant ce qui se passe à Kiev? Ce n'est plus seulement une question de l'Est de l'Ukraine. Ça touche Kiev, ça touche Lviv, et peut-être même l'Ouest du pays. Okay. And so what's the question? La question, c'est de savoir si l'Europe va reculer ou si elle est prête à détruire toute l'Ukraine, Kiev, puis aller jusqu'à l'ouest du pays. Oh yeah, no, I don't. Well, Ah non, pas du tout. Bon, une partie de l'Europe va reculer et une autre va, vous savez. Le Royaume-Uni, c'est le pire dans cette histoire. Ils vont insister encore et encore pour élargir le conflit et il se peut bien qu'ils finissent par être touchés. Je pense que l'Allemagne commence à hésiter. La France, elle, semble tout aussi impliquée que le Royaume-Uni. Donc vous voyez, la guerre va très probablement s'étendre et entraîner ces pays européens, et ils vont en souffrir. Et la Russie, je pense, se prépare à cette éventualité. Oui, voyons ce qui va se passer. Voyons. Vendredi, je pense que la situation de vendredi sera décisive. C'est lié à l'affaire de l'Ukraine, à mon avis. Et ça va, si quelque chose peut être obtenu vendredi, comme on en parlait, et que personne ne sait vraiment ce qui se passe, tout dépendra du comportement d'Israël. D'accord. Alors, on va se retrouver vendredi vers 10h30, heure de la côte Est, donc 11h30 au Brésil. En Europe, ce sera presque 16h en fin d'après-midi. Du coup, la réunion de Genève devrait déjà avoir eu lieu quand on se verra vendredi matin. On saura alors est-ce que ça s'est fait ou pas, est-ce que J.D. Vance est venu, est-ce qu'il y a eu une cérémonie de signature, est-ce qu'ils se sont serrés la main, échangé quelques politesses, ou est-ce qu'ils se sont en gros envoyés promener. Oui, merci. Merci beaucoup, Larry. Très bien, mon ami. À très bientôt. On va voir comment ce petit chaos va se dérouler cette semaine. Oui, exactement. Très bien. On pourrait vous reparler avant vendredi. Exactement, j'en suis sûr. Très bien, mon ami. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye.